la grande rupture de ce village intervient avec la révolution industrielle au milieu du 19e siècle. Il se passe quoi, là? Alors, il se passe deux choses. Au fond, sous le Second Empire, le régime de Napoléon III veut, au fond, profiter de cette grande essor économique et relier la capitale aux grandes villes de province. Paris à Mulhouse. Donc, on demande à des compagnies de chemin de fer, ils ont une concession, on construit des lignes de chemin de fer. Et une des lignes de chemin de fer, la ligne de l'Est, eh bien, pour relier Mulhouse, va passer à Nogent, va couper Nogent en deux. On va construire à ce moment-là, pour faire passer la ligne de chemin de fer, le grand viaduc que vous connaissez, qui permet d'enjamber la Marne. Mais du même coup, le grand édifice de pierre que vous voyez aujourd'hui coupe Nogent en deux. Les travaux, on peut les dater 1854-1857. On exproprie, on construit le grand viaduc, et en 1857 ouvre la gare de Nogent-le-Perreux-Brie. D'accord. Bon. Brie à l'époque. Brie. La gare, le nom de la gare, voilà, pour les trois communes, on parle de communes depuis 1789. J'ai pas bien suivi là, du coup, enfin, j'ai pas bien suivi. Non, j'ai pas retenu. À cette époque-là, c'était encore Nogent-le-Perreux ou c'était déjà Nogent et le Perreux? Alors non, juste quand la ligne, la ligne de l'Est apparaît, quand le viaduc est construit, c'est Nogent, la commune de Nogent-sur-Marne, qui inclut aussi le Perreux. Et la grande rupture arrive à ce moment-là. Pourquoi? Une gare ouvre, et vous savez, c'est comme aujourd'hui quand avec le Grand Paris. Quand une gare arrive, quand on prolonge une ligne de métro, brutalement, les maisons, les logements prennent de la valeur parce que le transport en commun est tout proche. C'est la même chose. Alors, là déjà, c'est la même chose. Et à partir du moment où une ligne de chemin de fer arrive, les descendants de Robert Milin du Perreux, qui ont les grandes terres de la seigneurie, se disent mais on va pas garder tout ça. On vend, on lotit. Donc en fait, on va demander à des promoteurs immobiliers de lotir le parc du château, entre autres, et on les destine à qui? Principalement à des Parisiens. Parce que Paris est une ville qui est encore enserrée dans les années 1850 dans les murs d'ancien régime, hein, le mur des fermiers généraux. Un Paris qui est véritablement où la population a l'impression d'un étroit. Hein. Lisez Gensu, lisons Les Misérables de Victor Hugo. Donc on dit à ces Parisiens, mais venez donc trouver un peu de campagne, acheter un bout de terre, acheter 500 mètres carrés, où ça? Dans l'ancien parc du château du Perreux. Pour pas qu'on soit dépaysé, on va donner des noms, l'avenue des Champs-Élysées, des noms très parisiens. Qui est encore le parc, là, l'ancien voilà, qu'on appelle le parc aujourd'hui, correspond au parc de l'ancien château de Robert Milin du Perreux. Et il était où le château, du coup? Alors le château, dans le parc, il reste une aile. Il reste encore d'une aile du château de Robert Milin du Perreux, dans ce qui est le quartier du parc, aujourd'hui, au Perreux-sur-Marne. Bon. Le lotissement, ça fonctionne, mais du tonnerre. C'est-à-dire que en 30 ans, 1857-1887, le quartier du Perreux, c'est un quartier qui naît, représente un tiers de la population globale de la commune de Nogent-sur-Marne. D'accord. Et l'immobilier commence. Alors l'immobilier commence, et à la fois on est content de trouver un ailleurs, près des bords de Marne, et les nouveaux habitants sont pas contents. Ils sont pas contents parce que le lotissement est privé, ouais, et parce que il y a pas de route impeccable, il y a pas de service public. D'accord, on a la gare Nogent-le-Perreux pour aller travailler à Paris, mais entre son lopin de terre et la gare, il n'y a pas de route, il pleut, c'est la gadoue, il n'y a pas d'école. Donc il y a un mécontentement. Et de ce mécontentement va se coaliser autour d'un homme, Henri l'Hôpital-Navarre, qui est un habitant du quartier du Perreux, et qui va jouer très fort, et qui, mais ça aussi ça peut être l'objet d'une vidéo à part entière, va faire en sorte, en application de la loi de 1884 sur les communes, va faire en sorte que le quartier du Perreux devienne une commune indépendante. Alors, ça va être... à son nom, si je dis pas de bêtises. Pardon. Au Perreux, il y a une rue à son nom. Voilà. Il y a une rue Henri Navarre, qui a été d'ailleurs le premier maire. Hein, vraiment, il a voulu que son quartier devienne une commune. Il en deviendra le premier maire. Alors, c'est quelque chose d'assez classique en région parisienne. À partir du moment où le chemin de fer arrive, vous avez 13 communes comme ça qui naissent d'une scission. Hein, grosso modo, le train passe au milieu d'une commune et la rupture est telle que eh bien, ça donne naissance à une autre commune, Maison-Alfort-Alfortville,
Vanves, Malakoff, enfin, je vais pas les faire toutes les 13. Mais le premier maire, ça veut dire que c'est lui qui a décrété qu'il était maire. Oh là là, non, non. Alors, la loi de 1884 sur les communes, la loi du 5 avril 1884, prévoyait dans un de ses articles comment un quartier pouvait être érigé en commune. Alors, il y avait des enquêtes possibles, il y a eu des élections, c'est toute une histoire épique qu'on pourrait raconter, rien qu'on pourrait y passer 1 heure à raconter l'histoire de la naissance du Péreux en commune, mais on pourrait y passer l'année. En tout cas, ce qu'il fallait, c'est le vote d'une loi. Et le 2 mars 1887, le Parlement vote la loi qui érige le quartier du Péreux en commune indépendante. Le Péreux, et c'est seulement en 1918 que le Péreux devient le Péreux-sur-Marne. D'accord. Voilà comment, donc c'est le Parlement, hein. On fait pas comme ça, voilà. Et donc, il a été élu quand même. Alors ensuite, Henri Navarre, à partir du moment où on crée une commune, on organise des élections pour permettre d'avoir un conseil municipal, et Henri L'Hôpital Navarre est élu par le conseil municipal, premier maire du Péreux. D'accord. Voilà. Alors, autre conséquence, j'ai parlé du chemin de fer, donc vous voyez comment on assiste à ce peuplement, cette scission du territoire. Qui change beaucoup de choses, du coup. Le transport ici, ça change beaucoup de choses. Coupure de la commune en deux. Autre élément pour Nogent qui est capital, 2 ans après l'ouverture de la gare Nogent-le-Péreux, 1859, ouvre une autre ligne de chemin de fer, mais de banlieue. Jusqu'alors, il y avait des chemins de fer de banlieue pour relier Paris à l'ouest de Paris, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, etc. Il n'y avait rien à l'est. On y allait à pied, on y allait à cheval, on y allait comme on pouvait. Il n'y avait pas de transport de banlieue, il n'y avait pas de train de banlieue. Donc, pareil, le gouvernement se dit qu'il faut relier Paris à sa banlieue est. Donc, c'est comme ça que va être créée la ligne dite de la Bastille, parce que la gare première se trouvait place de la Bastille, là où vous avez l'opéra. Vous aviez un débarcadère, et puis vous suivez, vous savez, la promenade plantée, tous ces grands, le grand viaduc que vous avez à Paris. Tout ce grand édifice-là est créé pour permettre de relier par le chemin de fer Paris à la banlieue parisienne. C'est celle qui est devenue coulée verte aujourd'hui. Voilà. Et bien le train passait là, avec cette coulée verte. Donc, 1859, c'est l'ouverture de la première ligne de banlieue à l'est de Paris. La ligne de la Bastille. Donc, elle a toute une série de gares, 2 gares à Paris, et puis ensuite Saint-Mandé, Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, et son terminus, tout au moins en 1859, c'est jusqu'à Saint-Maur. Et cette ligne de banlieue change complètement les choses parce que elle permet à l'est de Paris, la banlieue est de Paris, d'être très facilement accessible, d'autant plus que dans le cahier des charges de la compagnie qui est chargée de construire cette ligne, on précise bien que c'est aussi, il faut des tarifs relativement bas, une 3e classe, pour permettre à ceux qui vont s'installer à Nogent de pouvoir travailler. Hein, c'est les mouvements pendulaires entre Nogent et Paris. Ça servait aussi au travail alors. Ça sert surtout au travail, même si on précise que ça va permettre aussi aux touristes, aux promeneurs de venir. Mais il y a l'idée vraiment du travail et de faire en sorte que un certain nombre de Parisiens qui vivent à l'est de Paris puissent trouver des conditions de logement impeccables. Alors, le mode. Trouvez où la gare, juste pardon. Alors, la gare existe toujours, c'est la seule gare de banlieue de cette ligne de la Bastille qui existe encore. Est-ce que vous voyez la place Pierre-Sémard? Très bien. Eh bien, sur la place Pierre-Sémard, vous avez un petit édifice qui ressemble à un chalet. Voilà la gare. Les Parisiens arrivaient, prenaient la ligne de la Bastille, quelques arrêts, et ils arrivaient là, et ils descendaient. Si on a le temps de parler à un autre moment du court-métrage de Marcel Carnet filme l'arrivée des Parisiens en 1929 à Nogent-sur-Marne. D'accord. Donc c'est carré dans le chalet. Oui, parce qu'on a voulu donner à aux édifices de cette ligne, aux gares, un joli cachet, parce que c'est une belle banlieue. Donc on leur a donné l'aspect d'un petit chalet, comme il y avait déjà un certain nombre de belles architectures sur les bords de Marne. On a voulu assortir. Les petits kiosques n'existaient pas. Alors non, les petits kiosques n'existaient pas. Les petits kiosques, c'est un clin d'œil à la chanson dont je vous ai parlé. Ah, le petit vin blanc, non, qu'on boit sous les tonnelles. Donc voilà. Donc ça, c'est Jacques Martin, qui est maire de Nogent actuellement, qui a souhaité, au fond, que
les éléments de la chanson, qui est au départ imaginaire, c'était de la rime, des paroles, prennent corps dans l'espace de Nogent-sur-Marne. La réalité est venue de l'irréel, de l'imaginaire. Oui, tout à fait. Pas l'inverse. Et pas l'inverse, c'est souvent le cas. Le poids ou la force des chansons peut aussi effectivement donner corps à la réalité. Et devient de l'histoire. Et devient de l'histoire. La ligne donc la gare de Nogent ouvre en 1859, même phénomène, sauf que comme on n'a pas de grandes emprises territoriales autour de la gare, on va pas avoir des grands lotissements comme dans la partie du Perreux. On va avoir des lotissements plus petits dans le Fond de Beauté, dans le Val de Beauté, mais de toute façon, toutes les terres vont être vendues. Et par exemple, dans le quartier des Vizelets, vous avez de la micro-propriété foncière. Progressivement, les paysans vont vendre et on assiste à un vaste phénomène d'urbanisation de la ville, avec des petites maisons, puis un peu plus tard, après la guerre de 14, au travers de grands lotissements, grands logements, des logements collectifs. Mais cela dit, 1887 reste une année compliquée pour Nogent, qui perd la moitié de son territoire. Nogent, quelque part, n'arrivera jamais à faire le deuil de cette perte. Et au fond, tous les maires et tous les conseils municipaux qui vont se succéder, que ce soit, je vais en citer quelques-uns, Émile Brisson, Pierre Champion, Roland Nagesser, Jacques Martin aujourd'hui, n'auront de cesse, au fond, de réparer la cassure, en faisant en sorte que Nogent sortent de l'ordinaire et deviennent, par un certain nombre de mécanismes qu'on pourra évoquer à un moment ou à un autre, une ville particulière pour réparer l'affront, réparer la rupture. C'est marrant, l'histoire me fait marrer. Moi, de mon point de vue immobilier, j'ai pas toute cette culture. Aujourd'hui, il y a plein de petites maisons. Quand elles disparaissent parce qu'on construit des immeubles, on en est triste. Et finalement, ces petites maisons, un jour, on les a construites. Et ça a aussi gêné quelqu'un. Donc, c'est l'histoire qui avance. Et on en reparlera plus tard. Et ça fait qu'avancer, quoi. Et c'est parti à la base de ces maisons. Elles ont dérangé quand elles ont été construites, quand les habitants sont arrivés. Oui, dérangé, disons qu'elles obéissaient à un autre usage. On était plein dans un monde rural. C'était des Parisiens qui souhaitaient avoir de l'espace, un bout de nature. Voilà. J'ai un sujet qui me parle juste après qu'on puisse peut-être clôturer là-dessus ce point. C'est l'immigration et nos gens. Parce qu'il y a eu une forte immigration et qui a laissé une trace, une empreinte. Oui, parce qu'en fait, l'arrivée du chemin de fer, l'urbanisation, qui s'accompagne aussi d'un peu, on pourra l'évoquer un autre moment, d'industrialisation sur les bords de Marne, on pourra l'évoquer une autre fois, s'accompagne aussi, effectivement, de migration, d'arrivée de nouveaux habitants. Alors d'abord, aux côtés des familles dont on a parlé, de ces quelques clans familiaux, on a de nombreux Parisiens, qui d'ailleurs eux-mêmes venaient de nombreuses provinces diverses et variées. Les Parisiens, captant, polarisant la province, sont venus à Nogent. Mais il y a une communauté d'habitants qu'il faut citer, ce sont les Italiens, qui ont formé très tôt à Nogent une communauté particulière. Pourquoi ? Parce que, au fond, la France fait sa révolution industrielle. La France industrialise, la France urbanise, mais la France a une crise démographique. Elle n'a pas toujours les bras pour faire ce travail-là. En revanche, en Italie, on a une démographie totalement différente. Donc, en fait, il va y avoir beaucoup d'Italiens qui vont quitter, dans le cas de Nogent, les montagnes du Val-Nour pour trouver du boulot en région parisienne. C'est simple, on quitte les montagnes du Val-Nour, on prend le train à Plaisance. À Plaisance, on arrive à la gare de Lyon. Autour de la gare de Lyon, on trouve du boulot. S'il n'y en a pas assez, on prend la fameuse ligne de la Bastille et on trouve du boulot à Nogent parce que il y a des chantiers de construction, il y a le tramway, il y a du boulot. Et il y en a toujours eu depuis. Il y en a toujours eu. Et au fond, la grande particularité, c'est que cette communauté italienne va s'installer dans le cœur de Nogent. L'ancien cœur rural que les Français ont déserté, ils vont y arriver. Donc il y a certaines rues, par exemple, la rue Sainte-Anne, 80% des habitants étaient italiens. D'accord. Et ils vont devenir maçons pour les hommes, ils vont travailler dans des fumisteries, les femmes vont devenir femmes de ménage ou vont travailler comme plumassières. Et donc il y a une communauté importante qui va se créer. Et en région parisienne, la communauté italienne de Nogent est avec celle du quartier de la Villette, à Paris, l'une des deux communautés en densité de population les plus importantes. Et comme ils viennent tous de la même vallée, des quelques 3 villages d'Italie, c'est une communauté qui va avoir des liens très forts. Elle est nombreuse par l'importance de sa communauté. Elle a des liens très forts parce qu'ils viennent du même lieu.
et elle arrive très tôt. Donc elle va avoir un poids très important à Nogent-sur-Marne, et ce poids, il va véritablement, la France va en prendre conscience en 1978 avec un livre qui est l'Hérital de François Cavana. François Cavana, c'est le fils de Saint-Hérital qui vient arriver à Nogent avant la guerre de 14. Et Cavana, qui a une cinquantaine d'années, raconte l'histoire de l'arrivée de ces Italiens à Nogent-sur-Marne, qui est un livre haut en couleur avec beaucoup de gouailles et qui va marquer quelque part la réconciliation ou l'intégration par Nogent de cette histoire de ces Italiens qui au départ étaient dans les familles, mais dont on ne parlait pas forcément dans l'histoire, la grande histoire. Là, c'est la réconciliation. L'acceptation. On accepte. D'accord. Voilà. Cavana à voir avec le promoteur ou pas? Alors la famille Cavana est importante. Alors il y a les Cavana Taravella qui ont une entreprise. Voilà. C'était deux branches différentes. Est-ce qu'il y avait des liens familiaux, j'imagine, de cousins? Mais au départ, quand ils arrivent à Nogent, c'est des familles différentes. Très bien. Si on veut une pré-conclusion, on peut dire qu'au fond, Nogent a été bouleversé par l'industrialisation et l'urbanisation, tout et tout. Néanmoins, quand on se promène de Nogent, on retrouve, au travers des toponymes, au travers des rues, des pans de murs, au fond, une partie de cette histoire. On peut lire l'histoire ancienne aujourd'hui encore. On n'a pas fait table rase complètement du passé. D'accord. Elle a gardé son identité. Elle a gardé plein d'éléments, pas toujours évidents, mais qui permettent de lire très profondément cette histoire très ancienne. Est-ce que c'est aussi lié au fait que les habitants aiment cette ville? Ça, par rapport à beaucoup de villes. Moi, je suis dans un métier où je vois des personnes arriver qui ne connaissent pas les villes et je les vois s'attacher. À d'autres endroits, c'était pas le cas. Ils habitaient à un endroit pratique, souvent à cause des transports, à un endroit où c'était agréable et sécurisé, ou pas, où ça leur plaisait. Enfin, il y avait d'autres choses qui leur plaisaient, mais ils ne s'attachaient pas forcément à la ville. Et là, ici, c'est vrai qu'il y a un attachement particulier, même des personnes qui ne la connaissent pas, que j'ai pas remarqué ailleurs. Oui, parce que je pense que Nogent fait tout pour faire connaître cette histoire et valoriser ses territoires, valoriser cette histoire et son territoire. Et puis il y a toujours eu depuis au fond sa fin du 19e siècle, ce souhait au fond que sans doute Nogent allait s'industrialiser, sans doute Nogent allait s'urbaniser, mais pas n'importe comment. Donc on n'a pas, je dirais, certaines communes de la région parisienne ont connu des industrialisations massives qui ont en partie détruit une partie du terroir. À Nogent, ça a été différent. Pourquoi? Parce que les bords de Marne étaient difficilement navigables pour les industries, moins facilement navigables que les bords de Seine. Donc l'industrialisation a été plus modérée. Et par ailleurs, il y a eu, quand il y a eu des lotissements, dans les règlements de lotissement, l'idée que tel et tel type d'habitat, tel et tel type d'industrie n'allait pas être présent. Il y avait cette idée de préserver, de valoriser un habitat remarquable. Et je pense que les habitants aujourd'hui le sentent, le ressentent. Et donc ils disent, tiens, on n'arrive pas n'importe où. Et je pense que Nogent-sur-Marne a su, je dirais, valoriser son histoire. On pourra y revenir au travers de chansons, au travers de films. Au fond, quand on parle de Nogent-sur-Marne, on se dit, ah mais oui, c'est la commune des bords de Marne, et qui a toute une histoire particulière qui fait que on n'est pas n'importe où. Et on a conscience. Et les gens s'y attachent. Et on s'y attache. Vincent, on a oublié. On a démarré, mais on a oublié de dire où on était. Ah oui, c'est vrai. On est dans un endroit où d'habitude le public ne va jamais, puisque nous sommes dans les réserves du musée intercommunal de Nogent-sur-Marne. Les réserves, c'est le lieu où on conserve nos œuvres. Parce qu'en fait, quand le public va dans un musée et qu'il voit les salles d'exposition, il ne voit qu'une toute petite partie des œuvres qui sont en réserve. Donc, bienvenue en réserve. D'accord. On est dans l'ombre. On est dans ce qu'on ne voit pas et qui fait on voit dans les coulisses. Ce qu'on voit. Voilà. D'accord. On est dans le cœur du musée, puisqu'un musée se conçoit à partir de collections, et les collections se trouvent en grande partie en réserve. Alors, certaines on les prête, certaines on fait bouger les œuvres. D'accord. Elles ne restent pas là en permanence, bien sûr. Mais les musées présentent au public moins d'œuvres qu'elles n'en ont. On est dans la mémoire. Oui, on est dans les collections. D'accord. Pour terminer, est-ce que, par rapport aux visites que tu fais, ou par rapport à toi, ton avis personnel, tu aurais 3 monuments, 3 lieux symboliques, importants, à Nogent-sur-Marne,
qui se démarquent des autres? Des lieux symboliques ou des lieux que j'aime? Ah, ça peut être les deux, ça peut être pour ton avis à toi, ou peut-être comme tu fais aussi visiter à beaucoup de personnes, on n'en a pas parlé d'ailleurs. Je pense qu'il y a peut-être Alexis, 3 ou 4 monuments qui incarnent l'histoire qu'on a vue. D'accord. Le premier monument, bah, c'est peut-être tout simplement l'hôtel de ville. Parce que même si sa forme est finalement très classique, pastiche en pierre de château, la façon, le lieu où il est, et en limite de commune, dit beaucoup de cette histoire, de cette tension avec le Péreux et tout. Donc elle est, voilà. Et puis les toiles d'Adrien Karbowski à l'intérieur disent beaucoup de choses, on y reviendra, de l'histoire de Nogent, de Nogent et de la République, enfin voilà. Donc je pense que l'hôtel de ville. Deuxième monument, à mon avis, j'aurais peut-être dû le citer en premier, c'est l'église Saint-Saturnin, parce que c'est le monument le plus ancien, avec le clocher du XIIe siècle et sa nef du début du XIIIe. On est vraiment le cœur, on est sur la grande rue, on est le cœur, à tous les sens du terme, de la communauté. Alors bien sûr, les pratiques religieuses sont changées, etc., le monde a changé, mais l'église Saint-Saturnin reste le monument le plus ancien, et qui, de par sa diversité architecturale, sa dimension très composite, montre aussi toute l'évolution. On ira peut-être faire une vidéo à l'église, mais ce portail gothique, portail parisien, rien à voir avec Nogent-sur-Marne, dit une partie aussi de cette métamorphose de Nogent. Donc c'est un monument, peut-être que c'est l'église Saint-Saturnin qui parle le plus de ce qu'est Nogent et de ses différentes phases d'évolution. D'accord. Allez, on ajoute 2 autres, c'est l'hôtel des Coignards, parce qu'il dit quelque chose, effectivement, de la dimension de villégiature de ces Parisiens qui arrivaient au XVIIIe siècle, XVIIe siècle à Nogent-sur-Marne. Et j'ajouterai un autre monument qui, au départ, n'est pas un monument parisien, lapsus, qui n'est pas un monument nogentais, mais un monument parisien, c'est le pavillon Baltard. Parce qu'il dit quelque chose, au fond, d'abord des bons rapports entre Nogent et Paris, c'est pas toujours le cas. Hein. Les communes de banlieue limitrophes de Paris entretiennent la plupart du temps, ou ont entretenu la plupart du temps, de mauvais rapports. Non, là il y a de bons rapports entre Nogent et Paris, et il y a ce parti pris, cette volonté à un moment de constituer une collection du patrimoine urbain parisien à Nogent-sur-Marne, dont le pavillon Baltard est l'élément principal. Mais vous avez, on les verra dans d'autres vidéos, quantité d'autres éléments matériels, immatériels, de cette histoire parisienne à Nogent. Et cette histoire parisienne, elle n'arrive pas par hasard, elle véritablement, elle incarne aussi l'évolution de Nogent, un fragment d'histoire de Nogent. Ce Paris à Nogent est important. Donc voilà, c'est pour ça que j'intègre aussi le pavillon Baltard, qui est pleinement un élément de l'histoire de Nogent et pas un ajout de Paris à Nogent. D'accord. Moi, c'est mon préféré. Ah, je comprends, il est important, il est très important. On verra pourquoi et on verra que, au fond, il incarne, le pavillon Baltard est une réponse à une rupture dans l'histoire de Nogent-sur-Marne. D'accord. On n'a pas parlé également, mais je crois que ça a beaucoup marqué l'histoire de Nogent-sur-Marne et de des environs. Les bords de Marne. Oui. Nogent-sur-Marne tient son nom véritablement de Nogent-sur-Marne, hein, effectivement, on accole. Oui, c'est capital, parce qu'à partir du moment où, au fond, le chemin de fer va relier Paris à Nogent, eh bien, le public va pouvoir venir sur les bords de Marne, soit de façon ludique, soit pour des raisons sportives. Après la guerre de 1870, c'est sur les bords de Marne que sont créées des sociétés nautiques, qui existent encore d'ailleurs, et donc il y a à la fois cette dimension sport professionnel, au travers de la création de sociétés nautiques, au travers de clubs d'aviron qui vont se développer avec du sport de très très haut niveau, et puis les bords de Marne comme lieu de loisirs, surtout à partir du moment où, à la Belle Époque, le peuple va commencer à gagner un peu plus d'argent, donc va pouvoir extraire de son temps, du temps aussi pour un peu de loisirs, et on va donc venir sur les bords de Marne. Effectivement, à partir de ce moment-là,
les bords de Marne. Nogent va davantage s'approprier les bords de Marne, puisque dans l'Ancien Régime, au fond, le village n'est pas proche des bords de Marne. Contrairement à Brie, contrairement à d'autres communes où la Grande Rue est proche de la Marne, là, la Grande Rue est à hauteur. On n'est pas sur les bords de Marne. Donc, les bords de Marne, on se défie d'ailleurs en partie avec ces crues, avec ces inondations, etc. Et le 19e siècle marque effectivement l'idée de l'appropriation à des fins sportives, à des fins ludiques, industrielles aussi. On reviendra peut-être sur la chimie à Nogent-sur-Marne, qui a joué un rôle important. D'accord. Mais c'était trop court pour tout raconter. Alors, ce que je peux, moi, te proposer, c'est de poursuivre ce podcast avec différentes vidéos pour présenter des lieux de Nogent-sur-Marne, si tu as un peu de temps, et si ça te plaît de le faire, bien sûr. Avec plaisir, Mickaël, avec grand plaisir. Bah, c'est super. À bientôt. Vincent, je te remercie pour ta bonne humeur, pour ton altruisme, et pour tout ce que tu partages avec nous. Et pour moi, c'est important, parce que cette ville, je l'aime, je l'ai choisie, et j'ai plaisir à y être. Merci beaucoup. Merci à toi.